Pendant longtemps, en République démocratique du Congo, le mot binational a été chargé d'ambiguïté. Il ne désignait pas seulement un joueur formé ailleurs, il portait aussi parfois une forme de suspicion, une interrogation silencieuse. Une question que l'on n'osait pas toujours formuler clairement, mais qui flottait dans l'air. Vient-il par amour du maillot ou par défaut de mieux ailleurs? Cette méfiance n'était pas propre à la RDC. Elle traversait une grande partie du football africain. Elle était nourrie par des décennies de déséquilibre, de départs précoces, de talents qui ne revenaient pas toujours, de promesses non tenues. Dans l'imaginaire collectif, le joueur binational était souvent perçu comme celui qui arrivait tard, qui choisissait quand tout était déjà tracé ou qui repartait au premier revers. Cette perception, parfois injuste, parfois alimentée par des expériences malheureuses, a longtemps freiné une intégration pleine et assumée de la diaspora footballistique congolaise. La RDC pourtant dispose d'un vivier exceptionnel, une diaspora immense, disséminée à travers l'Europe, formée dans certains des meilleurs centres de formation du monde, en France, en Belgique, aux Pays-Bas, en Angleterre. Des joueurs qui grandissent dans des environnements ultra compétitifs, qui apprennent très tôt les exigences du haut niveau, la rigueur tactique, la discipline quotidienne, la pression de la performance. Pendant longtemps, ce vivier a été observé de loin, parfois convoité, parfois ignoré, rarement structuré. Il manquait une vision claire, un projet lisible, une continuité dans le discours et dans les actes. Aujourd'hui, quelque chose est en train de changer. Lentement mais profondément, le discours autour des binationaux n'est plus défensif. Il n'est plus hésitant. Il devient assumé. La RDC ne se contente plus de réagir à des opportunités individuelles. Elle ne subit plus les choix des joueurs. Elle propose un cadre, un projet, une trajectoire. L'époque où l'on attendait qu'un joueur dise oui ou non dans l'urgence semble progressivement céder la place à une logique beaucoup plus structurée. Désormais, la sélection congolaise s'inscrit dans une dynamique où la diaspora n'est plus un supplément, mais une composante à part entière de la construction sportive. Ce changement de paradigme est essentiel. Il traduit une prise de conscience. Le football moderne, africain comme mondial, ne se limite plus aux frontières nationales. Il se joue dans les académies européennes, dans les centres de formation d'élite, dans les championnats où se forgent les réflexes, les automatismes, la culture tactique. Ignorer cette réalité serait se condamner à un retard structurel. L'embrasser intelligemment, en revanche, peut devenir un accélérateur historique. La RDC semble aujourd'hui avoir compris cela. L'arrivée progressive de profils formés à l'étranger n'est plus vécue comme une exception. Elle devient une norme stratégique. Non pas pour remplacer le football local, mais pour le compléter, l'élever, le stimuler. Il ne s'agit plus d'opposer les joueurs du pays à ceux de l'extérieur. Il s'agit de créer une synthèse, une alchimie. Une identité hybride, à l'image de la société congolaise elle-même, riche de multiples influences. Cette évolution est fondamentale. Elle marque une rupture avec le passé. Elle dit quelque chose de la maturité nouvelle du projet sportif congolais. Et dans ce contexte précis, une figure se détache, non pas comme une star médiatique, non pas comme un porte-étendard artificiel, mais comme un symbole naturel de cette transition, Noah Sadiki. À seulement 21 ans, Noah Sadiki n'est déjà plus perçu comme un simple espoir. Son parcours parle pour lui. Formé en Europe, immergé très tôt dans un football structuré, exigeant, il a franchi les étapes sans brûler les lignes. Son intégration en sélection congolaise ne s'est pas faite dans le bruit, mais dans la continuité. Il ne s'est pas présenté comme un sauveur. Il s'est comporté comme un joueur prêt à s'inscrire dans un collectif, à apprendre, à assumer, et très vite quelque chose a frappé. Sa maturité, son langage, sa posture. Sadiki ne parle pas comme un joueur en attente. Il parle comme un joueur installé, comme un cadre en devenir. À un âge où beaucoup se contentent de gérer leur trajectoire personnelle, lui adopte déjà un discours collectif. Ses prises de parole récentes sur l'arrivée possible ou souhaitée d'autres binationaux ne sont pas anodines. Elles ne sont ni opportunistes ni calculées, elles sont structurées, il ne se contente pas d'ouvrir la porte, il fixe aussi les règles, il parle d'envie, d'engagement, de responsabilité, il rappelle que le maillot ne se mérite pas par un passeport mais par une implication totale. Lorsqu'il évoque des noms comme Mario Stroikens ou Mathieu Epolo, Sadiki ne le fait pas dans une logique de simple addition de talents. Il parle de génération, de mouvement collectif. Il souligne que la voie est désormais ouverte, mais que le pas doit être volontaire.
Il n'y a pas de place pour le doute, pas de place pour l'ambiguïté. Son message est clair, presque exigeant. La RDC n'est plus une option par défaut. Elle devient un projet à part entière, avec ses exigences, ses ambitions, ses responsabilités. Ce positionnement est révélateur, il dit beaucoup de cette nouvelle génération de joueurs binationaux congolais, une génération qui ne cherche pas à être convaincue, une génération qui choisit, qui assume, qui comprend que représenter la RDC aujourd'hui, ce n'est pas simplement honorer ses origines, c'est s'inscrire dans une dynamique sportive crédible, ambitieuse, tournée vers l'avenir. Sadiki incarne cette génération-là, une génération qui ne demande pas sa place, elle la gagne, elle la mérite, son rôle dépasse déjà le terrain. Sans le revendiquer explicitement, il devient un trait d'union, un pont entre la diaspora et la sélection, un visage rassurant pour ceux qui hésitent encore, un exemple concret que l'intégration peut être réussie, naturelle, bénéfique pour tous. Il montre qu'il est possible d'être formé ailleurs tout en s'appropriant pleinement l'identité des léopards. Il prouve que la question n'est plus celle de l'origine, mais celle de l'adhésion au projet. La RDC, à travers des profils comme Noah Sadiki, envoie aujourd'hui un message clair. Elle ne se contente plus de récupérer des talents éparpillés, elle construit une vision. Une vision, les binationaux ne sont ni des exceptions ni des sauveurs, mais des acteurs à part entière d'un projet collectif. Une vision où la sélection nationale devient un point de convergence et non un choix de repli. Une vision où l'exigence sportive va de pair avec l'identité. Ce tournant peut être l'un des plus importants de l'histoire récente du football congolais parce qu'il ne se mesure pas seulement en résultats immédiats. Il se mesure en crédibilité, en attractivité, en continuité. Et au cœur de cette transition, une génération est en train de prendre la parole calmement, fermement, sans bruit inutile. Noah Sadiki en est l'un des visages les plus éloquents. Lorsque Noah Sadiki évoque des noms comme Mario Stroikens ou Mathieu Epolo, il ne s'agit pas d'une simple liste lancée au hasard. Ces noms cristallisent quelque chose de plus large. Ils incarnent une vague, une tendance, une bascule générationnelle. Ils symbolisent un vivier qui, s'il est correctement exploité, peut transformer en profondeur le visage des léopards de la République démocratique du Congo. Car derrière chaque profil individuel se cache une évolution structurelle du football congolais, longtemps en attente d'un alignement entre potentiel brut et organisation moderne. Les profils évoqués illustrent d'abord une diversité nouvelle. Mario Stroikens, formé à Anderlecht, représente cette école belge réputée pour sa rigueur technique, son intelligence de jeu, sa capacité à produire des milieux et des joueurs offensifs capables de lire les espaces, de jouer entre les lignes, de s'adapter à plusieurs systèmes. Ce type de profil apporte autre chose qu'un simple volume athlétique. Il apporte de la créativité structurée, de la justesse dans les petits espaces, une compréhension avancée du tempo d'un match. Pour une sélection comme la RDC, souvent perçue historiquement comme puissante, explosive, mais parfois irrégulière dans la maîtrise, ce type de joueur change l'équation. Mathieu Epolo, de son côté, incarne une autre dimension. Celle du poste de gardien, longtemps sous-estimé dans la réflexion stratégique africaine, mais devenue centrale dans le football moderne. Formé dans un environnement de haut niveau, habitué aux exigences tactiques, à la relance sous pression, à la gestion mentale des matchs à enjeu, un profil comme Epolo élargit le spectre de ce que peut être un dernier rempart pour la RDC. Il ne s'agit plus seulement d'arrêter des tirs. Il s'agit d'organiser, de communiquer, de participer à la première relance, de sécuriser le bloc. Là encore, l'apport est autant structurel que sportif. Cette diversité de profils dit quelque chose de fondamental. La nouvelle vague de binationaux ne vient pas combler un manque ponctuel. Elle vient élargir le champ des possibles. Elle offre aux sélectionneurs une palette tactique plus riche. Elle permet d'imaginer des systèmes plus flexibles, plus évolutifs, plus adaptés aux réalités du football contemporain.
Avec ses joueurs, la RDC peut envisager autre chose qu'un seul plan de jeu. Elle peut varier les animations offensives, elle peut mieux contrôler le rythme, elle peut alterner entre phase de domination et phase de gestion. Elle peut surtout s'adapter à l'adversaire, ce qui est l'un des marqueurs des grandes équipes. L'intégration de ces profils a aussi un effet immédiat sur la concurrence interne et c'est sans doute l'un des bénéfices les plus sous-estimés. Lorsque le niveau moyen d'un groupe s'élève, la sélection cesse d'être un refuge confortable. Elle devient un espace de compétition saine. Chaque joueur, qu'il soit issu du championnat local ou formé à l'étranger, comprend que sa place n'est jamais acquise. Cette pression positive pousse à l'exigence. Elle élève les standards d'entraînement. Elle améliore la concentration, elle réduit les écarts de niveau au sein du groupe. À long terme, c'est ainsi que se construisent les sélections durables. Cette concurrence nouvelle ne doit pas être perçue comme une menace pour les joueurs locaux. Au contraire, elle peut devenir un moteur, elle oblige chacun à progresser, à s'adapter, à enrichir son jeu. Elle favorise les échanges de culture footballistique. Les joueurs formés en Europe apportent des automatismes, des réflexes tactiques, une rigueur quotidienne. Les joueurs formés localement apportent une connaissance du contexte africain, une résilience particulière, une capacité d'adaptation aux conditions spécifiques des compétitions continentales. Lorsque ces deux mondes se rencontrent intelligemment, le résultat peut être extrêmement puissant. Un autre effet majeur de cette dynamique est l'attractivité croissante de la sélection congolaise. Chaque binational qui s'engage crédibilise un peu plus le projet. Chaque intégration réussie envoie un signal aux autres talents encore hésitants. Elle montre que le cadre est sérieux, que le discours n'est pas simplement émotionnel ou opportuniste, que la sélection est gérée avec cohérence. Dans un monde où les choix internationaux sont de plus en plus stratégiques, cette crédibilité est essentielle. Les joueurs veulent savoir où ils mettent les pieds. Ils veulent un projet clair, une vision, une stabilité. La RDC, progressivement, commence à offrir cela. Mais cette opportunité historique n'est pas automatique. Elle n'est pas garantie. Elle exige une lucidité absolue. Car le véritable défi ne réside pas dans le recrutement, il réside dans l'intégration. Fusionner des cultures footballistiques différentes n'est jamais simple. Les joueurs n'ont pas les mêmes parcours, pas les mêmes références, pas les mêmes habitudes de travail. Certains ont grandi dans des centres de formation hyper structurés. D'autres ont appris dans des contextes plus chaotiques mais souvent plus créatifs. Certains sont habitués à une hiérarchie stricte, d'autres à une gestion plus informelle. Réussir la synthèse demande du temps, de la pédagogie et surtout une autorité technique claire. Le rôle du staff devient alors central. Il ne s'agit pas seulement de choisir les meilleurs sur le papier, il s'agit de créer un cadre commun, un langage partagé, une identité collective. Le sélectionneur doit être à la fois un tacticien et un gestionnaire d'hommes. Il doit savoir expliquer, convaincre, recadrer, valoriser. Il doit éviter la formation de clans. Il doit favoriser la circulation de l'information et la compréhension mutuelle. À ce niveau, chaque détail compte. Une sélection mal gérée peut rapidement se fracturer. Une sélection bien accompagnée peut, au contraire, transcender ces différences. Mais le staff ne peut pas tout faire seul. Le vestiaire joue un rôle déterminant. Et c'est là que des profils comme Noah Sadiki prennent une importance particulière. Par son âge, par son parcours, par son discours, Sadiki est idéalement placé pour jouer ce rôle de trait d'union. Il comprend les codes européens, il connaît les exigences du haut niveau, mais il sait aussi approprier l'identité congolaise, le sens du collectif, l'importance du maillot. Il parle le langage des jeunes binationaux, mais aussi celui des cadres déjà installés. Cette position intermédiaire est précieuse, elle permet de désamorcer les incompréhensions, de fluidifier les échanges, de créer une cohésion réelle au-delà des discours. Si cette synthèse est réussie, la RDC peut changer de dimension continentale, pas du jour au lendemain, pas par magie, mais de manière durable. Elle peut devenir une sélection capable d'aller loin régulièrement, capable de gérer les temps forts et les temps faibles, capable de s'adapter au style adverse, capable de produire un football à la fois puissant et intelligent, capable surtout d'inspirer confiance à ses propres joueurs. C'est ainsi que naissent les grandes nations de football. Il faut cependant rester lucide. Les binationaux ne sont pas une solution miracle. Ils ne garantissent ni les titres, ni les parcours parfaits.
Il ne remplace pas le travail de fond, la structuration des championnats locaux, la formation nationale, mais bien intégrés, bien accompagnés, bien valorisés, ils peuvent devenir une force historique, une force qui accélère, une force qui stabilise, une force qui élargit l'horizon. La RDC se trouve aujourd'hui à un moment charnière, rare, précieux. Elle dispose d'une génération talentueuse, d'un vivier diasporique immense, d'un discours de plus en plus clair, de leaders émergents capables de fédérer. L'histoire montre que ces fenêtres d'opportunité ne restent jamais ouvertes éternellement, elles doivent être saisies avec intelligence, humilité et ambition. Noah Sadiki et ceux qui suivront incarnent cette possibilité, non pas comme des sauveurs, mais comme des bâtisseurs. Si la RDC réussit cette synthèse, si elle parvient à transformer cette diversité en cohérence, alors elle ne fera pas que renforcer son équipe nationale, elle redéfinira son identité footballistique. Et elle cessera d'être un éternel potentiel pour devenir une réalité continentale durable. La RDC, à travers des profils comme Noah Sadiki, envoie aujourd'hui un message clair. Elle ne se contente plus de récupérer des talents éparpillés, elle construit une vision. Une vision où les binationaux ne sont ni des exceptions ni des sauveurs, mais des acteurs à part entière d'un projet collectif. Une vision où la sélection nationale devient un point de convergence et non un choix de repli. Une vision où l'exigence sportive va de pair avec l'identité. Ce tournant peut être l'un des plus importants de l'histoire récente du football congolais parce qu'il ne se mesure pas seulement en résultats immédiats. Il se mesure en crédibilité, en attractivité, en continuité. Et au cœur de cette transition, une génération est en train de prendre la parole, calmement, fermement, sans bruit inutile. Noah Sadiki en est l'un des visages les plus éloquents.